Messieurs, bienvenue à une nouvelle émission de la Science de l'être. Alors, aujourd'hui, nous allons encore approfondir la métaphysique avec le voyant et métaphysicien, M. Normand Pinard. Alors, bonjour, M. Pinard, ça va bien? Oui. Oui. Alors, aujourd'hui, j'aimerais ça approfondir avec vous le passage de l'existence à la conscience. Et pour ça, je vais vous poser la question, est-ce qu'il y a une différence entre exister et vivre? Oui, exister, c'est l'état de singe. Exister, c'est manquer de force dans son esprit. Exister, c'est suivre. Exister, c'est ne pas être. Quand on dit autrefois être ou ne pas être, c'est la différence entre l'existence et vivre. Un individu qui existe, c'est un individu qui n'est pas dans son centre d'énergie, qui n'est pas dans sa conscience, qui n'est pas dans son intelligence, dans lequel sa vie n'est pas sous son contrôle. Exister, c'est une vie que l'individu est soumis aux puissances akashiques à l'intérieur de lui, aux puissances mémorielles d'une civilisation décadente, qui n'a rien à voir avec sa force dans son esprit, qui n'a rien à voir avec son intelligence dans son esprit. C'est ça, exister. Vivre, c'est un éveil. Vivre, c'est pas c'est la chenille qui se transforme en papillon. C'est ça, vivre. Vivre, c'est le pouvoir de l'esprit. Vivre, c'est le pouvoir de l'intelligence dans l'homme. Sauf que l'intelligence, c'est pas quelque chose qu'on demande au cosmos, c'est quelque chose qu'on prend au cosmos. L'homme doit prendre cette force-là. La majorité des gens existent parce qu'ils manquent de force. Tout le monde s'amuse à être la copie, de la copie, de la copie, et les gens n'ont pas de force. Beaucoup trop de gens existent. Et cette existence dans leur vie leur donne une angoisse parce qu'ils ressentent que leur vie n'est pas sous leur contrôle, n'est pas dans le libre arbitre de leur intelligence. Vous avez un mot pour ça, la hardiesse. C'est celui, entre autres, qui va ressentir que la vie est sous son contrôle, qu'il possède un certain libre arbitre de sa vie. C'est ça que vous appelez la hardiesse, je crois. C'est une des dimensions. C'est une des dimensions. Donc, l'homme qui existe, c'est un homme qui n'a pas de force dans sa créativité. C'est un homme qui n'a pas de force dans la capacité de faire descendre à travers l'espace et le temps la suite éthérique de son infini. Qui n'a pas la capacité... L'homme qui existe, c'est un homme qui n'a pas la capacité de faire déborder, de transformer à partir de l'invisible une réalité matérielle que l'on appelle sur Terre de la créativité. Prenons Salvatore Dali, prenons les grands scientifiques, prenons les artistes, certains artistes, pas les tartistes, là, certains artistes qui ont la capacité de faire de l'invisible. Une intuition capable de se cristalliser au niveau du plexus solaire, matérialisant au niveau de la phénoménologie le phénomène, leur permettant de créer, de faire apparaître à partir de l'invisible des formes visibles, intelligentes, pouvant servir l'évolution de la conscience humaine. Si vous me demandez à quoi ça sert de la créativité, je suis obligé de vous dire que de la créativité, ça doit être obligatoirement là en fonction de faire évoluer la conscience humaine. Si ça ne fait pas évoluer la créativité de la conscience humaine, elle ne vaut rien. Donc, tout homme de théâtre, tout homme qui est dans le cinéma, même la télévision, si elle n'est pas créative, si elle est seulement divertissante, elle n'est pas bonne. Elle ne permet pas à l'homme, elle permet de lui donner un certain divertissement, mais elle ne permet pas à l'homme d'être intelligent, de hausser le niveau de sa conscience. Et l'homme devra comprendre dans l'avenir, parce que je le dis parce que c'est très important, que ce soit au niveau théâtral, que ce soit au niveau du cinéma, que ce soit au niveau de la télévision, de se servir de ces outils qui sont très puissants pour réévaluer la conscience de l'homme planétaire, écologique, etc. Là, les guerres dans le monde, c'est très beau. Passer à une autre étape, parce que c'est très intéressant, pour avoir la capacité réflexive de sa propre conscience, autrement dit, faire évoluer. C'est ça, une des manifestations des connexions psychiques, psychologiques, émotives de l'homme avec les très hauts plans, c'est sa créativité.
C'est de faire apparaître dans sa réalité une vie qui est complète, une vie qui est intelligente, une vie qui est facile. Mais pour avoir une vie qui est complète, qui est parfaite, qui est intelligente, qui est facile, il faut qu'il ose le niveau de sa vibration de conscience. Donc l'homme aura de beaux outils artistiques s'il se les donne. Mais pour l'instant, je suis obligé de constater qu'il y a très peu de films qui sortent d'Hollywood qui sont évolutifs. La majorité sont totalement dans l'emprise des pouvoirs sataniques d'une civilisation en décadence. Je regardais dernièrement des films de tuerie. Je pense que c'était Guerre de rue, je ne sais pas trop quoi, quelque chose du genre, qui a été au cinéma il y a quelques mois. Et je suis obligé de constater le manque total d'intelligence. Je suis obligé de constater la dégradation de notre société. Il y a peut-être un individu qui est capable de remettre en question certaines choses en dehors des formes. C'est Robert Altman qui est capable de faire ça. Qui est capable de rire du cinéma d'Hollywood, qui est capable de rire de la couture, qui est capable de prendre une distance à travers les différentes formes pour pouvoir réévaluer la conscience de l'homme à travers la mode, pour pouvoir réévaluer la conscience de l'homme par rapport au cinéma d'Hollywood. Ça prend un grand esprit. Donc, si le cinéma est un cinéma de divertissement, il doit être intelligent. Il doit faire rire, il doit être amusant pour l'homme, il doit être intelligemment amusant, mais toujours avec un plus au niveau de sa conscience. Mais si vous regardez les jeunes en ce moment, qui ont des Nintendo, qui ont différents, pas pour employer cette marque-là, disons des jeux électroniques, où on voit des gens qui éclatent, et plus il y a du sang, plus le jeu coûte cher. Bon. Ça fait partie totalement du manque d'intelligence et des pouvoirs sataniques dans l'homme, dans son incompréhension. Ça fait partie de la dégradation de notre civilisation. Ce n'est pas bon. C'est pas intelligent. Et les parents auront un devoir d'éliminer ces jeux-là. Parce que ça n'est pas créatif, ce n'est pas dans l'intelligence de l'homme. Alors, moi, la question qui me vient à l'idée, parce que vous avez parlé que l'homme devient de plus en plus conscient, mais lorsqu'on est de verbe naître, est-ce que on est conscient? Est-ce qu'on a un certain niveau de conscience en naissant ou en étant fécondé? Est-ce qu'on naît avec une conscience ou on la développe? On la développe. On vient au monde avec une prédisposition à la conscience, mais ça ne veut pas dire qu'on va la développer. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Est-ce qu'on a une conscience avant la fécondation? On a une prédisposition à la conscience avant pour certaines âmes. Okay. Et il y a certaines âmes qui ont déjà au monde de la conscience venant de leur vie passée. Mais cette conscience-là n'était pas totale. Et c'est une de ces raisons pour laquelle il y a réincarnation pour permettre à l'individu de parfaire sa conscience. Mais il y a des individus qui sont des âmes jeunes, qui sont prédisposés à la conscience. Qu'est-ce que c'est la prédisposition à la conscience? C'est que ce qui vous fait naître, c'est de l'énergie, mais elle n'est pas encore parfaite. Elle n'est pas encore dans la fusion. Elle n'est pas encore totalement épurée de la mémoire akashique terrestre. Elle est encore dans l'emprise de tout ce qui est animal dans l'homme. C'est pour ça que vous avez des gens qui sont très animales. Vous leur demandez comment ça va, vous entendez des sons, mais vous ne pouvez pas entendre la parole. Au fur et à mesure où l'être se développe, il y a du raffinement dans la personnalité, au début. Il y a du raffinement dans sa distinction, il y a du raffinement dans le vêtement. Notre société, en ce moment, est dans une décadence totale. C'est une décadence qui va servir au raffinement plus tard. Mais en ce moment, je suis obligé de dire qu'il n'y a rien d'intéressant au niveau de notre civilisation, au niveau de l'élévation. Il n'y a rien en ce moment qui sert l'élévation de l'esprit humain à travers les informations médiatiques. Rien. Alors vous, comment vous allez chercher une information, par exemple, avant la vie? C'est-à-dire dans le plan de la mort. On ne va pas chercher une information. Comment nous donnez-vous cette information-là? D'où vient-elle, cette information? Ça, c'est deux questions. La première, avant la vie, c'est qu'il y a une prédisposition à de l'intelligence, mais ça ne veut pas dire que vous allez laisser passer de l'intelligence. Si vous avez une routine et que vous vous établissez à l'intérieur d'une routine et que vous faites tout ce que les autres veulent et que vous ne faites jamais ce que vous êtes en tant qu'être. Donc, automatiquement, un individu qui sera porté à être, il faudra qu'il soit rébellion de l'inconscient collectif, de la stupidité collective.
Je vais élaborer, si vous permettez. Je suis obligé de constater que le Québec, c'est un endroit gris. Puis pas juste l'hiver. Il y avait une certaine liberté au cours des années 70 où on pouvait aller avec sa blonde dans un parc après 10 heures, on pouvait faire du necking. C'était agréable. Bon, il y avait une liberté. On pouvait aller vite en voiture, ça nous intéressait. On pouvait aller à 140, 150 pendant 2-3 minutes. On pouvait avoir un certain plaisir. Et ce qui arrive, c'est tranquillement, dans notre civilisation, au cours des années 80 et 90, le Québec, c'est devenu un endroit de peur d'être. C'est-à-dire qu'on n'est plus libre. Hein? Autrefois, dans les années 60, c'est juste des exemples comiques que je donne. Là. On disait à quelqu'un « fume, ça déniaise », en parlant de la cigarette. Aujourd'hui, tu fumes, tu te fais tirer. C'est un exemple que je donne. C'est-à-dire que tranquillement, on est entré à l'intérieur de ce qu'on appelle tolérance zéro. Puis cette tolérance zéro-là, ça fait qu'on n'a plus de liberté. Les jeunes n'ont pas de liberté financière, ils n'ont pas de liberté de mouvement, moins de liberté de mouvement. Ils ont plus de choses à leur disposition d'un centre sportif. C'est bien beau, ça. Mais ça, c'est juste une dimension. Mais on ne vit pas dans une société... Vous, là, vous avez une voiture sport, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de faire 160, 170. C'est le fun, une minute. Vous connaissez votre voiture, vous connaissez la qualité de vos pneus. Donc, il y a une certaine liberté. Le Québec a perdu de cette liberté-là. Et on est entré aussi gris que l'URSS avant que ça se décompose. Et ça fait que l'individu n'est pas libre dans son corps, n'est pas libre dans son mouvement. Je veux pas dire, là, faire de la vitesse tous les soirs. Je veux dire, une fois de temps en temps, là, un certain laisser-être. Je parle pas d'un laisser-aller, mais on est passé dans une société extrêmement... où c'était moins réglementé, à une société où tu peux plus rien faire. Où il n'y a plus de capacité de laisser passer un petit peu sa fantaisie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que je suis obligé de constater que le Québec, c'est un cimetière. On ne peut plus rien faire. On n'est plus libre. On est devenu une société de peur. On est devenu une société de crainte. On veut plus que on veut plus voir personne après 10 heures le soir. C'est ça que ça va devenir, le Québec, dans 10 ans, parce que ça va devenir une société de vieillards. Là, il va y avoir quelques vols. Et ça va devenir... on ne peut plus vivre. Bon, si quelqu'un veut vivre sa liberté dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, il va être obligé de se louer un bateau puis de vivre sans mer. Tellement que la complexité de notre société est rendue régie par la peur. Fait que ça, c'est un exemple de l'inconscient collectif. Puis si vous prenez les pays très évolués, la Suisse, tout ça, qui ont une organisation socialiste très avancée, un développement social très avancé, c'est des sociétés qui ont les plus hauts taux de suicide. Parce qu'il n'y a pas de liberté d'être. Trop de choses sont régies par l'État. Alors, ça empêche une liberté de mouvement. Et pour faire suite, c'est qu'au fur et à mesure où l'individu... Ça fait partie juste d'informations concernant... C'est qu'on n'a pas cette liberté de mouvement. Et au fur et à mesure où l'individu va devenir intelligent, il est obligé un peu, avec sa magie, il est obligé de devenir un petit peu rebelle. Il est obligé un petit peu de résister à ça. Il est obligé d'intégrer une énergie qui va lui permettre de respirer. Il est obligé d'intégrer une énergie. L'énergie cosmique, c'est toujours une énergie de liberté. C'est pas... vous pouvez pas, toujours dans une société, parce que vous voyez quelqu'un qui commet un meurtre, faire un couvre-feu à 8 heures le soir, vous comprenez? On vit dans une société qui est trop engendrée par la mémoire de la peur. Voilà. J'ai oublié la première partie, la deuxième partie de votre question. Mais je voulais parler de ça. En fait, les gens qui nous écoutent, c'est comme si je les entendais me demander comment savez-vous qu'avant la vie, il y avait telle et telle prédisposition? Comment pouvez-vous expliquer que vous donnez cette information-là? Parce que si avant la vie, il n'y avait rien, vous ne seriez pas là aujourd'hui pour discuter de avant la vie. 0 plus 0 égale 0. On ne peut pas naître du néant. Il fallait qu'il y ait quelque chose avant pour être une capacité réflexive sur l'avant de ce que vous êtes aujourd'hui. Ça prend une prédisposition énergétique au niveau de l'âme pour être en train de vous poser cette question-là aujourd'hui. On ne peut pas naître du néant.
La preuve, c'est dans votre corps. Là. Vous avez votre corps, vous avez votre conscience, vous avez votre esprit. Dites-moi, est-ce que vous pensez que vous venez du néant? Du néant dans le sens de rien du tout, là. Pas nécessairement. La question que je vais vous poser, c'est est-ce que cette prédisposition pourrait être aussi une prédisposition des parents? Non. Les enfants naissent à leurs parents. Ils ont leur vie, puis je peux même dire que leur vie, la responsabilité des parents, c'est de donner le maximum de ce qu'ils peuvent à leurs enfants, mais leur vie leur appartient. Parce que l'âme qui est aux enfants n'est pas aux parents. D'ailleurs, il n'y a pas un parent sur Terre qui veut que son enfant meure à 16 ans, mais ça fait partie de son karma. C'est final. Moi, ce que je veux dire, c'est est-ce que la présence des parents, lorsqu'il y a fécondation, est-ce que ce ne serait pas ça plutôt la prédisposition qui est tout simplement la rencontre de deux cellules? Ça, c'est une prédisposition de singe. C'est ce qui va permettre à l'enfant d'avoir un corps. Mais ce n'est pas ça qui va permettre à l'enfant d'avoir un esprit. D'ailleurs, c'est l'information qui permet à un enfant d'avoir un esprit, qui lui permet d'avoir une âme, qui a déjà de l'expérience. Vous avez 5 enfants. Regardez, je vais te prendre votre raisonnement. Si les parents, ce serait strictement au niveau génétique, il y aurait 5 enfants pareils. Alors qu'il y en a 5 totalement différents, qui sont assujettis à un karma qui est différent. Si c'était quasiment un clonage, là, comme vous dites, génétique, les 5 enfants se ressembleraient. Qu'est-ce qui fait qu'un individu est différent? Qu'est-ce qui fait qu'un individu n'est pas pareil? Ce n'est pas juste de la génétique. C'est qu'il y a déjà de l'âme prédisposée avant, intégrant l'enveloppe d'un corps permettant d'avoir une vie. Et c'est ça qui fait la différence. Mais l'avant, là, c'est de l'âme. C'est de l'invisible. C'est une énergie très subtile qui n'est pas visible à l'œil, mais qui peut être visible à l'œil de certains médiums. Ce qu'on appelle de l'âme, pas de l'esprit, de l'âme. L'esprit, c'est pas pareil. L'esprit, c'est une fusion de l'âme, de la mémoire des vies antérieures, qui incorpore l'enveloppe d'un corps selon un cadre astrologique précis, dans lequel l'âme va pouvoir bénéficier du karma d'une évolution en attendant d'arriver à la fin des temps, c'est-à-dire lorsque l'homme ne sera plus assujetti au temps, mais qu'il va être totalement une conscience parfaite, se transmutant en lumière. Donc, on ne peut pas dire qu'on est juste un enveloppe. Au niveau de la personnalité, il y a autant de différences entre 2 êtres humains qu'il y en a entre la planète Terre puis Vénus ou la Lune. Mais au plan de l'être, Vénus, la Lune, la Terre, c'est la même chose. C'est la même structure, c'est le même infini, c'est la même organisation. Mais la personnalité de la Lune, c'est pas la même chose que la personnalité du Soleil. C'est pas la même personnalité. Vous aurez rencontré 2 êtres humains. Même dans la forêt, vous aurez beau voir des arbres qui se ressemblent, il n'y en aura pas un pareil, parce qu'un arbre, ça a de l'âme. Un arbre, ça a de l'âme, mais ça n'a pas une âme individualisée. Des abeilles, ça a de l'âme, mais ça n'a pas une âme individualisée. Il faudra suivre le processus de métampsychose pour permettre aux abeilles un jour de former une agglomération au niveau de la structure atomique pour donner plus tard une perfection de l'âme permettant à un être humain. Parce que ça, à Terre, au début, on a tous été rampants. Fait qu'aujourd'hui, vous avez encore du monde un petit peu rampant, puis vous en avez qui ne rampent plus du tout. Est-ce qu'il peut y avoir régression au niveau de l'âme? Non. Il ne peut pas avoir de régression au niveau de l'âme. Quand vous avez vécu une expérience dans votre vie, puis que vous avez acquis une connaissance, ou que vous avez acquis une expérience, pouvez-vous faire semblant que vous l'avez pu? Alors, c'est la même chose pour l'âme. Elle ne peut pas retourner en arrière. On ne peut pas se retrouver en arbre. On ne peut pas se retrouver en arbre, c'est contre la nature. On ne peut pas se retrouver dans le passé à vivre on ne peut pas régresser, on ne peut pas devenir un rat ou une souris. C'est pas pour Henri Laborite. C'est pas bon pour nous. On ne peut pas reculer. De la conscience, c'est de la conscience, puis de la conscience, ça s'en va vers son absolu. Sinon, une évolution n'aurait plus aucun sens. Puis dans l'univers, s'il y a une chose que tu sens, c'est bien de l'univers. Il n'y a rien de plus sensé que l'univers. Mais pour un homme qui n'est pas encore dans sa conscience, la vie, elle n'a pas de sens. Il faut lui en donner un.
être ou ne pas être. L'homme qui est pas dans sa conscience, qui est dans son existence, il n'est pas libre. L'homme qui n'est pas dans sa conscience, il est obligé de subir la vie. Mais l'homme qui est dans sa conscience, c'est automatiquement un bonhomme qui a de la créativité. Puis de la créativité, c'est matérialiser son absolu. La créativité, c'est matérialiser son absolu. C'est prendre de l'expansion. L'univers a un être. Le Big Bang, l'énergie qui prend au niveau de l'espace et du temps, qui se donne une intelligence. Ça fait partie de ce qu'on appelle du plan de l'univers. Mais le même plan qui est dans l'univers, c'est le même plan qui est dans votre cerveau, dans le plan de la matière. Il y a autant de neurones que d'étoiles dans votre infini. Puis ça, c'est juste le récipient de votre esprit, puis de votre âme. Puis il y a un combat entre l'esprit et l'âme. L'âme est strictement de la personnalité, puis de l'esprit, c'est ce qui détruit de la personnalité pour fusionner avec le cosmos. Fait que, pourquoi l'homme veut-il évoluer? C'est parce qu'il a l'intuition de sa plénitude et de sa totalité. Pourquoi l'homme veut-il toujours aller plus loin? Pourquoi l'homme veut-il... Un gorille, il prend sa banane, il est heureux, ça ne va pas plus loin. Mais l'homme vit toujours un déchirement intérieur parce qu'il veut évoluer. Quand vous avez une compagne, vous voulez que ça aille plus loin dans le couple. Puis ce qui veut que ça aille plus loin, c'est pas le singe, c'est pas la banane, c'est l'esprit. Donc, il y a une énergie avant prédisposant la manifestation dans la matière d'une enveloppe qu'on appelle le corps, qui va permettre à un individu d'obtenir une fusion, peut-être avec plusieurs milliers d'années, mais ça peut être beaucoup plus court que ça. Mais comme une conscience est une conscience, la conscience d'un singe, d'un gorille, pour qu'il y ait métampsychose éventuelle en un être plus développé, peut-être l'homme éventuellement, est-ce qu'il doit, lui aussi, dans son expérience, avoir une certaine forme de conscience, même s'il est gorille? Il ne doit pas être qu'animal. C'est une très belle question. Quand vous avez votre chien, vous l'appelez Fido ou Rintintin ou whatever, quand vous le flattez, vous lui donnez une personnalité. Admettons qu'il revient encore en chien ou en chat, vous le flattez puis vous l'appelez Caramel. Bon. Vous lui donnez un petit nom, là, une chatte qui est collante, le Caramel. Bon. Fait à un moment donné, vous allez lui donner une personnalité, puis à un moment donné, dans sa métampsychose, elle va avoir assez d'énergie centrique pour devenir un homme plus tard. Et la preuve de ce que je dis, c'est que ça, Terre, si vous reculez il y a des millions d'années en arrière, il n'y avait pas d'homme, ça, Terre. On ne vient pas d'une autre planète. Ça, c'est des histoires pour du monde qui n'ont rien à faire. On vient de la Terre, on est produit de la Terre, on est métampsychose de la matière animale de la Terre. Ce qui vient d'ailleurs, ce qui vient du cosmos, c'est de l'esprit peut être invisible. Un esprit, ça n'a pas besoin de venir. Un esprit, c'est de l'énergie, ça entre dans l'homme, that's all. C'est ça de l'esprit. Donc, le gorille va passer dans une étape de la conscience de sa sensibilité anémique. Parce qu'une âme, c'est toujours sensible, puis ça va lui donner l'âme. Ça va lui donner de l'âme qui va lui permettre à ce moment-là de se cristalliser puis de devenir un humain plus tard. Tout était rampant sur Terre il y a quelques minutes. Si vous aviez une machine à voyager dans le temps, si vous avez une machine à voir, si votre conscience peut se déplacer dans le temps, vous allez tout voir ça. De toute manière, si vous prenez un livre, vous allez tout le voir de toute manière parce que c'est ça. Il n'y avait pas d'homme. L'homme n'a pas toujours été sur la Terre. L'homme, c'est une apparition de la mutation de la conscience énergétique ces derniers temps sur la Terre. Ça a juste une couple de millions d'années. Avant, c'était juste de la roche en ébullition. Cassez-vous pas la tête. Entre des périodes glaciaires. Fait que c'est quoi qui surgit du végétal? C'est quoi qui surgit de l'animal? C'est de la conscience cosmique. Alors, ce que, par exemple, Darwin appelait la théorie de l'adaptation, vous appelez ça peut-être l'évolution de la conscience qui donne une adaptation. C'est la même chose. C'est la même affaire. C'est la même chose. L'univers veut exister, veut vivre. Donc, l'univers, vous, là, quand nous, on a à s'adapter dans la vie, on s'adapte toujours à notre intelligence ou alors on est pogné avec la mémoire. Comprenez-vous? Donc, que vous l'appeliez l'évolution darwinienne ou que moi, je l'appelle l'énergie cosmique, c'est la même affaire. Ce qui surgit de la roche, ce qui surgit des périodes glaciaires, de l'animal, c'est la capacité que l'homme a
comme disait Einstein, de réfléchir sur de la matière. De réfléchir. L'homme, c'est de l'infini à réfléchir sur de l'infini. Mais là, on n'est pas dans l'existence, on est dans la conscience. On est dans la vie, là. On n'est plus dans l'existence. Donc, il y a encore des hommes sur la Terre qui sont presque minérales, qui sont encore végétales, ou qui deviennent, à la suite d'une expérience de drogue, ou etc., qui vont retourner, qui ne sont pas dans leur esprit, qui sont dans la mémoire de l'âme. Alors, à ce moment-là, l'homme, il existe. L'homme, il n'est pas dans sa conscience. Mais lorsque l'homme devient dans sa conscience, il vit et il bénéficie des attributs d'une vie qui est pleine, d'une vie qui est belle, d'une vie qui est parfaite, une vie qui est en belle synchronicité avec l'énergie. Et lorsqu'il a ça, il va s'apercevoir qu'il y a une autre étape qui quitte la Terre. À ce moment-là, il se transforme en la lumière puis peut fusionner avec l'infini. Parce que la Terre, c'est juste un trait d'union au niveau de l'infini. Ce n'est pas un absolu de la Terre. Je suis obligé de vous arrêter, M. Pinard. Nous sommes à la fin de l'émission et on peut vous rejoindre, bien entendu, au numéro que l'on voit présentement à l'écran, le 254-5919. Alors, à ce numéro, il y a toute l'information nécessaire pour pouvoir vous voir en conférence, n'est-ce pas? Conférence publique, conférence maison. Les rencontres maison que vous appelez. Et les consultations privées. Oui. Si j'ai le temps, si je ne suis pas trop fatigué, si je ne suis pas débordé, ça va me faire un plaisir de vous aider. Préparez-moi quelques petites questions. D'accord. Merci beaucoup, M. Pinard. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été présents à l'émission La Science de l'Être. À la prochaine. Merci beaucoup.